la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote mort, c'est phénoménal, chien. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On est avec Philippe Spanghero pour parler d'économie dans le monde du rugby, d'économie, de finances, de gouvernance. Bonsoir Philippe. Salut Alex, bonsoir à tous. La semaine dernière, on a évoqué l'année 2026, les grands dossiers pour la Fédération française de rugby. Parlons maintenant de la Ligue nationale de rugby qui gère le top 14, la Pro D2, le Super 7 et qui globalement gère le rugby professionnel français. En premier lieu, Philippe, quel bilan pouvons-nous faire de l'année 2025 pour la Ligue nationale de rugby ? Il est très positif. Il est positif en termes de chiffres, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, de chiffres d'affaires, de ce que capte la Ligue nationale de rugby et qu'elle rétrocède au club, qui est en constante augmentation. Et elle est très positive aussi en termes d'affluence, parce que à mi-saison, on est déjà au-delà des moyennes de la saison dernière, qui était de 16 000 spectateurs dans les stades en moyenne en top 14, presque 6 000 en Pro D2. Ça a encore évolué cette année à mi-parcours. Donc tous les voyants sont au vert du côté du rugby professionnel. Il y a eu quelques événements dans cette année pour la Ligue nationale de rugby avec une nouvelle présidence incarnée par Yann Roubert. Est-elle une présidence de continuité, de rupture, d'équilibre? Comment on peut la qualifier? Plutôt d'équilibre, puisque Yann Roubert, c'est un homme de consensus. C'est un garçon qui fait quand même l'unanimité aussi du côté de la fédération. Et donc, c'est important d'avoir un président de la Ligue qui sache défendre les intérêts de ses clubs professionnels, mais aussi comprendre les enjeux de la fédération, puisque, on y reviendra tout à l'heure, il y a toujours des discussions et des négociations entre la Ligue et la fédération régulières par rapport à la convention, notamment de mise à disposition des internationaux et des frais d'indemnité journalière aux joueurs de l'équipe de France redistribués à la Ligue et puis ensuite au club. Donc il y a des sujets majeurs qui font qu'il faut un président de Ligue de consensus, et je crois que Yann Roubert est cette personne-là. Et d'ailleurs, Yann Roubert qui devient le premier président de la Ligue nationale de rugby à être rémunéré. Sa rémunération va être validée. Elle a été en tout cas déjà validée par le ministère des Sports il y a quelques dizaines de minutes. Pourquoi c'était un enjeu? Pourquoi ce n'était pas un enjeu au final? Puisque tout le monde avait l'air d'accord avec cette idée-là, Philippe. C'était un enjeu au-delà de la personne de Yann Roubert, mais c'était un changement de cap pour la Ligue nationale de rugby qui demain ouvre la voie à des présidents de clubs ou des profils de personnes comme Yann Roubert qui soient un peu plus jeunes, sans faire offense à ses prédécesseurs qui avaient beaucoup d'expérience et qui ont fait un gros travail. Mais aujourd'hui, ce que vit la Ligue nationale de rugby, c'est ce que vivent beaucoup de grosses associations quelque part, même si la Ligue est une société commerciale, parce que il faut de la compétence aussi, il faut des gens jeunes, mais si quelque part ils sont obligés de se sacrifier professionnellement pendant leur mandat, mais ça devient compliqué. Yann Roubert, je crois, l'a bien expliqué. Moi, je trouve ça très sain. Il faut faire attention. On a vu les travers du foot et ce dans quoi, pour moi, il faut absolument pas tomber. C'est-à-dire que l'erreur qu'a commise le football professionnel avec ses présidents, ça a été de les rémunérer au pourcentage sur des deals réalisés. Ça, pour moi, c'est terrible parce que là, on devient juge et partie et on ne défend plus l'intérêt supérieur de son organisation. Mais je crois qu'une rémunération juste, c'est assez sain parce que ça permet de s'assurer de la compétence et demain de proposer à des profils un peu plus jeunes que ceux qu'on a eu avant de venir faire un bout de chemin à la tête de la Ligue nationale de rugby. Alors en quelques minutes, on va évoquer les dossiers chauds pour l'année 2026. Le premier que je te propose, Philippe Spanghero, c'est le salary cap et les contrats d'image. Quelles sont les évolutions et les régulations à venir en 2026 ? De toute façon, sur le salary cap, on en a parlé récemment. Il y a un changement de cap important. On était à 11,3 millions d'euros et la Ligue avait pris la décision en sortie de Covid de réduire cette masse salariale-là à la vue de ce qui se passe ailleurs dans le monde, à la vue des problématiques du rugby français. Et donc, c'était très difficile à prendre cette décision à ce moment-là, puisque je l'ai expliqué souvent, mais les clubs ont des engagements longs signés avec leurs joueurs. Donc, manager la masse salariale, c'est compliqué. Donc, on avait fait ça de façon successive. On était passé de 11,3 millions à 11 millions pour descendre ensuite à 10,7 millions. Aujourd'hui, on est à 10,7 millions. Et donc, la décision qui a été prise, ça a été de rehausser ce salary cap à 11 millions. Alors, je l'ai déjà dit ici à l'antenne, mais ces 300 000 euros, ils changent pas vraiment la donne dans l'équation. Mais philosophiquement,
le fait d'avoir cassé cette dynamique de baisse et de revenir un peu à la hausse en tenant compte, je le répète, de la bonne santé du rugby français actuel, ben c'était important. Donc voilà, ça c'est acté. On regarde à nouveau vers le haut. Et ensuite, sur l'enjeu des droits d'image, c'est un enjeu qui a été mis sur la table par Antoine Dupont et quelques joueurs de l'équipe de France. On en a parlé aussi. C'est une vraie problématique pour certains joueurs majeurs de l'équipe de France qui peut potentiellement handicaper leur club référent et leurs employeurs. Puisque j'ai expliqué en fait que la problématique de tout ça, c'est que il est normal que pour des joueurs qui ont une vraie image et un vrai impact, des partenaires du club souhaitent aussi demain s'associer à l'image individuelle de certains de ces joueurs. Aujourd'hui, la règle ne le permet pas parce que à l'époque, il y a eu beaucoup d'abus et la Ligue nationale de rugby et son salary cap manager ont englobé tout un tas de cas d'école qui ont fait qu'aujourd'hui, les parties prenantes des clubs ne peuvent plus s'associer directement aux joueurs ou s'ils le font, c'est requalifié directement dans le salary cap. Il y a certainement une discussion à ouvrir du côté de la Ligue nationale de rugby pour proposer une solution pour quelques joueurs parce qu'on peut considérer qu'il y a des joueurs qui sont impactés, mais de façon assez globale, moi c'est mon point de vue très personnel, il faut faire attention à pas ouvrir la boîte de Pandore et à pas changer la règle pour répondre à des problématiques qui sont très très spécifiques, parce que sinon on ferait exploser cette vraie règle du salary cap qui est globalement respectée et qui a permis au rugby français de mieux résister et d'avoir une santé, on va dire, qui soit une santé réelle, contrairement à ce qui s'est passé notamment chez nos voisins anglais, qui, pendant le Covid, ont explosé parce que ils ont complètement perverti cette règle du salary cap avec les marquee players. Philippe, maintenir l'attractivité sportive du top 14, on voit de plus en plus de matchs qui deviennent des impasses. Ça, c'est une vraie problématique. Et puis, le débat revient sur la table après ce dernier match de dimanche dernier et cette impasse de Toulon à La Rochelle. Alors, bien sûr que la justification de Pierre Mignoni, elle est réelle. Et c'est compliqué, on le dit régulièrement, parce qu'en plus, Toulon fait partie de ces équipes qui veulent jouer à fond les deux tableaux. On voit qu'il y a des vrais sujets de profondeur de banc et qu'à part Toulouse, sincèrement, un peu l'UBB aujourd'hui. Oui, mais comment corriger ça, Philippe? C'est ça la question. Ben, il y a plusieurs réflexions. Alors, j'ai vu des choses passer sur les réseaux sociaux qui peuvent paraître idiotes, mais qui le sont pas forcément. C'est des pénalités de points en fonction d'un écart de points final à l'issue d'un match. Il y a des choses envisageables, mais la finalité, c'est de comprendre la problématique des clubs. Pierre Mignoni, le week-end dernier, quand il fait l'impasse à La Rochelle, il le fait pas par plaisir. Pour l'image de son club, c'est pas non plus très positif. Donc, bien sûr, ça donne du temps de jeu à ces jeunes joueurs, à sa formation, et ça a du bon. Mais l'enjeu aujourd'hui, il faut comprendre que la Ligue nationale de rugby, c'est un budget de 185 millions d'euros, en hausse de 5% par rapport à la saison dernière, en hausse successive tous les ans. Sur ces 185 millions d'euros, 120 millions proviennent de Canal. En 2027, avec la renégo qui a été signée pour 4 ans, ce sera 140 millions de droits par an. Donc, vous comprenez quand même que l'économie du rugby professionnel pour la Ligue, elle compte énormément sur ses droits télé. Donc, l'enjeu, c'est aussi de répondre aux diffuseurs. Parce que si demain, les grosses... Quand le diffuseur se plaint, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est pas juste le diffuseur. C'est la première source de revenus du rugby professionnel français. Parce que, je le répète en quelques chiffres, donc 185 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la Ligue nationale de rugby. 120 millions qui proviennent de Canal aujourd'hui, 140 à partir de 2027. Et sur les reversions de ce budget global, il y a des frais de fonctionnement de la Ligue et des reversions diverses à la fédération, etc. Mais il y a 90 millions d'euros qui sont reversés au top 14 et 38 millions qui sont reversés à la Pro D2 à ce jour. En 2027, avec l'évolution des droits télé de Canal, ce sera encore supérieur. Donc vous êtes obligé d'écouter le diffuseur. Et donc il faut, c'est une équation compliquée. Il faut comprendre les problématiques. Il nous reste 30 secondes, Philippe. Il faut comprendre les problématiques des clubs, mais à la fois répondre aux attentes du diffuseur, qui est la source de revenus principale de la Ligue nationale de rugby. Troisième dossier, il nous reste même pas 30 secondes. Comment la Ligue doit-elle gérer l'américanisation ou l'uniformisation des ambiances dans les stades? Il y a des sujets assez précis de cahier des charges. Je crois que l'entertainment, c'est un sujet auquel on n'échappera pas, et les clubs ont mis beaucoup de choses en place sur l'attractivité autour des matchs, en amont et en aval. Et ça, c'est très important pour l'économie des clubs jour de match. Ce qui se passe dans le stade pendant le match, ça peut faire l'objet de cahiers des charges très précis. Mais je crois que malgré tout, il y a l'historique des gens qui suivent le rugby depuis longtemps, puisqu'on a un âge moyen qui est quand même assez vieillissant. Mais il faut pas occulter
que notre sport a besoin d'entertainment et on le voit. Ce que fait l'équipe de France de rugby a servi énormément l'attractivité de notre équipe nationale en termes d'image, dans la mise en scène les jours de match au Stade de France notamment. Et donc, il faut se rendre compte que c'est un atout, mais il faut que la Ligue nationale sache l'encadrer avec des cahiers des charges qui soient uniformes. Et ça, c'est un vrai sujet. On sait qui intéresse beaucoup vous, amoureux de rugby, supporters de ce superbe sport. Merci beaucoup, Philippe. Avec donc ces dossiers chauds pour la Ligue nationale de rugby en 2026, et on sent quand même que le rugby français semble être plutôt en phase avec le travail de la Ligue nationale de rugby, et ça n'a pas toujours été le cas. Merci beaucoup, Philippe, et très belle soirée à toi. Merci à vous.